Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. L'attraction est un phénomène tellement puissant qu'on en trouve de toutes sortes. En physique, la gravitation universelle gouverne le mouvement de planètes comme celui des objets les plus ordinaires. En biologie, l'attraction prend des formes plus discrètes, mais tout aussi essentielles. Signaux chimiques, phéromones, stratégies de reproduction. L'attraction devient un outil de survie et d'évolution. En psychologie, l'attraction n'est pas une force inévitable qui agirait sur le monde, mais un ensemble de mécanismes cognitifs et comportementaux qui orientent notre manière de percevoir, de juger, d'agir. Le biais des confirmations, par exemple, nous pousse à privilégier les informations qui confirment ce que nous pensons déjà, tout en négligeant celles qui le contredisent. Résultat, nous avons l'impression que la réalité va dans notre sens, alors que nous la filtrons activement. Ainsi, lors d'un cours, nous avons tendance à être attirés plus facilement par ce qui vient confirmer nos propres convictions, même lorsque l'enseignant affirme exactement le contraire. Et comme si tout cela ne suffisait pas, même la pseudoscience revendique sa propre loi de l'attraction. C'est la croyance selon laquelle, en se concentrant sur des pensées positives, une personne peut susciter des expériences tout autant positives dans sa vie. Au fond, les succès de cette absurdité illustrent déjà ce que cette loi prétend démontrer. On a une nette tendance à se laisser attirer par les croyances qui nous promettent du bien. Bref, il existe de multiples formes d'attraction. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que même dans le domaine du droit, on l'observe à l'œuvre par des phénomènes de déplacement, de rapprochement, de fusion, de démembrement, d'ajout et de perte. Tout se passe presque comme si l'univers juridique était lui aussi soumis à une force de gravitation ou animé par des dynamiques proches de celles de la biologie. Voyons un exemple d'une absolue simplicité qui concerne l'usufruit. Comme vous le savez, l'usufruit est le droit d'user d'un bien et d'en percevoir les fruits sans en être propriétaire. L'usufruit s'éteint pour diverses raisons. Par exemple, lorsqu'il est soumis à un terme ou encore lorsque son titulaire meurt puisqu'il est intransmissible aux héritiers. Donc, l'usufruit est intransmissible aux héritiers. L'usufruit est conçu comme une sorte de composante du droit de propriété. Si l'on envisage la pleine propriété comme un faisceau de facultés de pouvoir, par exemple celui d'aliéner le bien, de s'en servir, d'en percevoir les fruits, voire de le détruire même, alors l'usufruit consiste dans l'extraction hors de ce faisceau de facultés de certaines d'entre elles, précisément celle d'user d'un bien et celle d'en jouir. D'autres parlent de démembrement du droit de propriété. Lors d'une autre séance, au début de l'année, nous avons d'ailleurs parlé du sens propre du terme fructus, qui ne renvoie pas au fruit au sens d'objet organique dans ce contexte, mais d'abord à la jouissance. Je vous ai proposé de traduire par un mot calqué sur le latin, la fruition, c'est-à-dire la faculté de tirer un bénéfice économique d'un bien. Alors, j'ai dressé l'arrière-plan et maintenant je vous propose le passage de Paul que vous voyez à l'écran. Lisons-le. Il s'agit d'une règle
qui se reçoit en 5 mots. L'usufruit étant revient à la nue propriété. Alors, Paul, c'est un juriste qui écrit au début du IIIe siècle, le premier quart du IIIe siècle après Jésus-Christ, et son ouvrage, les Sentences, ont connu un très grand succès durant l'Antiquité tardive, c'est-à-dire la période qui suit celle de Paul lui-même, qui arrive jusqu'à Justinien. Donc, les Sentences ont connu un très grand succès, précisément en raison de leur brachylogie et de la clarté de leur style, qui ont été loués par nul autre que l'empereur Constantin lui-même. Donc, on va voir, mais Constantin était vraiment ébloui par cet ouvrage. L'usufruit éteint revient à la nue propriété. Alors, je traduis revient, je traduis recurrit par revient, qui est bien un verbe de mouvement et en conserve le sens général. Mais le verbe latin est un composé de curro, donc du verbe courir. Recurrit signifie donc littéralement que l'usufruit court en arrière vers la nue propriété, comme si une nostalgie ou une force d'attraction irrésistible le faisait revenir. Et d'ailleurs, nous le savons, ce retour est effectivement instantané, il se produit au moment même où l'usufruit s'éteint. Or, pour amissus aussi, j'ai employé un verbe qui sonne mieux en français juridique, s'éteint, mais qui, si l'on y réfléchit, crée un conflit d'images. Comment quelque chose qui s'est éteint peut-il encore courir? Conservons donc le terme latin amissus, qui signifie laisser partir, donc perdu. Un usufruit laissé partir, perdu, très bien, mais en quel sens? Il s'agit évidemment d'une expression elliptique qui sous-entend un titulaire, lequel l'aurait perdu, par exemple parce que l'usufruit était soumis à un terme désormais expiré. Ainsi, cet usufruit perdu par son titulaire revient à la nue propriété. Scène presque idyllique, comme les retrouvailles de deux êtres que l'on avait contraints à se séparer. Je vous propose donc une nouvelle traduction. L'usufruit perdu court de nouveau vers la nue propriété. Vous l'avez compris, il s'agit d'une métaphore. Les juristes transportent dans l'univers du droit des mots empruntés à d'autres domaines pour pouvoir communiquer ce qui n'est que pur concept. La propriété n'existe pas, ce n'est que dans notre esprit. Même chose pour l'usufruit. Il s'agit de concepts qui n'ont pas une réalité matérielle. Donc les juristes utilisent cet imaginaire pour en parler. Ils n'ont certes aucune intention d'introduire un élément émotionnel ou pathétique dans leur écriture. Il n'en reste pas moins que ce passage de Paul frappe par la justesse de son tissu métaphorique et qu'il est aussi très facile à mémoriser, ce qui correspondait précisément aux intentions de Paul qui offrait ainsi un recueil de règles poliment ciselées. Je pense qu'on ne réfléchit pas assez au fait que ce genre de règles sont restées vraiment figées dans l'imaginaire de tout juriste qui travaille aussi aujourd'hui. Et c'est peut-être à cette justesse que pensait l'empereur Constantin lorsqu'il disait
que les livres des sentences de Paul sont pourvus d'une lumière très abondante, d'une élocution parfaitement accomplie, d'une très juste raison juridique. Je n'insiste pas sur ce texte, mais qui comprend au moins deux mots qui sont deux mots techniques de la rhétorique. Élocution, c'est-à-dire c'est la façon dont on transpose les idées en langage, on transpose la raison en langage, elocutio, c'est un mot rhétorique, et aussi l'idée de la lumière, parce que l'idée de la lumière est toujours rattachée justement aux métaphores. Les métaphores apportent de la lumière à l'élocution, au discours. Donc, ce n'est pas seulement un jugement vague de Constantin, mais un jugement qui est porté dans des termes parfaitement rhétoriques, techniques. Alors, restons un instant sur ce passage de Paul et attardons-nous sur l'idée de déplacement qui est impliquée par le verbe recurrere, revenir en courant. Car, j'insiste, c'est bien là le point essentiel. Quelques verbes dans ce court passage suffisent ici à faire surgir un réseau d'images implicites. Ces mouvements supposent d'abord des corps qui bougent, l'un va vers l'autre, donc il s'agit d'une métaphore ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire, ontologique? On donne un corps, un concept. Je le répète, on donne un corps, un concept, parce qu'on utilise, pour parler de ces concepts, un verbe qui implique du mouvement, qui demande un corps qui bouge. Peut-être la physique des ondes, on pourrait se passer des corps, mais pour une vision générale, un mouvement implique l'existence d'un corps. Donc, métaphore ontologique. Ensuite, comme tout mouvement, ce discours implique aussi un espace. Il s'agit justement de ce qu'on appelle des métaphores spatiales. Dans la métaphore spatiale, nous pensons l'abstrait comme s'il était situé quelque part et nous lui attribuons par là même un corps. Donc, je pense que l'imaginaire verbal prime toujours sur ce genre d'image, mais je n'ai pas voulu vous en priver. Bon, mais franchement, c'est ce qu'impliqué par les mots de Paul. Mais donc, l'élégance doit être toujours gardée ici au collège. Donc, revenons à Daphné et Apollon. Une loi de l'attraction, par ailleurs, assez déséquilibrée et douteuse. Le premier résultat auquel je voulais parvenir dans le cours d'aujourd'hui est donc précisément celui-ci. Le processus par lequel les concepts juridiques se voient dotés métaphoriquement d'un corps ne passe pas seulement par l'usage des termes qui renvoient explicitement au corps, comme lorsqu'on dit manus, on répète toujours, alors la main c'est un symbole, très bien, la capitis deminutio, la perte de la tête, c'est une métaphore corporelle, très bien, ce sont des métaphores très évidentes, mais il y a une trame métaphorique qui implique la même transformation ontologique des concepts en corps, même si on n'utilise pas les substantifs. C'est de ça que je m'intéresse et c'est vraiment ça le point sur lequel j'insiste et que j'aimerais qui reste après ces 2 années de cours. Les métaphores ne sont pas les plus visibles. Les métaphores irrorent, énervent tout le discours des juristes.
Je voudrais aller maintenant un pas plus loin, examiner des textes dans lesquels la transformation des concepts en objets passe de manière encore plus explicite par le parallélisme avec des phénomènes physiques. Donc, si on passait par le mouvement, on va voir quelque chose de plus spécifique. Il s'agit au fond toujours de métaphores spatiales impliquant des corps en mouvement qui s'attirent, la loi de l'attraction, mais où les juristes s'inspirent d'un phénomène naturel particulier appartenant à la géologie, l'alluvion. Je ne parlerai donc de l'alluvion et de son régime juridique qu'à grands traits, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'alluvion comme métaphore. Soyez pas dupes, on ne parle pas ici de l'alluvion, mais on parle de l'alluvion en tant que métaphore conceptuelle pour parler du droit. Alors, selon la géologie, l'alluvion désigne un dépôt argileux ou sableux émergé qu'ont laissé des eaux par des sédimentations successives. Ce phénomène est pris très au sérieux par les droits parce qu'il modifie l'état des lieux. Nous avons dit la semaine dernière que le droit procède par ligne droite. Cela vaut tout particulièrement pour la division de l'espace. La propriété suit les lignes tracées sur le sol. Regarder un plan cadastral, c'est presque voir le droit de propriété lui-même, ou plutôt le monde tel qu'il est appréhendé par les droits de propriété. Or, la nature vient troubler ces lignes, les bouleverser. Il semble que les Romains aient eu une véritable obsession pour l'alluvion. Voici comment Gaius l'a défini dans ses instituts. Vous savez, ce manuel précieux du IIe siècle après Jésus-Christ, que par chance nous possédons presque dans son entièreté grâce à un palimpseste retrouvé à Vérone. Il définit l'alluvion par une formule qui est devenue classique, célèbre. Ce qui s'ajoute à notre fond, ce qui s'ajoute à nous, on va y revenir, à notre fond, par alluvion, devient nôtre selon le même principe de droit, c'est-à-dire selon la raison naturelle. Est considéré comme ajouté par alluvion ce que le fleuve ajoute si progressivement à notre fond que nous ne pouvons estimer ce qui s'ajoute à chaque instant. Autrement dit, selon la formule courante, paraît s'ajouter par alluvion ce qui s'ajoute si peu à peu que cela échappe à nos yeux. C'est une définition parfaite qui a traversé les siècles. Il suffit de lire l'article 556 du Code civil, les atterrissements, accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement au fond riverain d'un cours d'eau s'appellent alluvions. L'alluvion profite aux propriétaires riverains, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non. Donc c'est exactement ce que dit Gaius. Je voudrais revenir un instant sur ce texte qui n'a pas besoin d'être commenté. Ça, c'est le bonheur d'avoir affaire à un texte déjà parfait. On le comprend sans besoin d'intermédiaire. Je voudrais seulement souligner quelque chose de très subtil. Il dit « ceux qui s'ajoutent par alluvion », qui s'ajoutent à quoi ? Pas au fond, parce que normalement ce sont des sédiments qui s'ajoutent au fond, il dit qui s'ajoutent à nous. C'est une faute, c'est pas vrai, c'est pas l'alluvion qui s'ajoute à nous. Mais vous voyez le parcours
je dirais, métonymique ou de la synecdoque. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'ajoute à notre fond, du point de vue physique et géologique, mais comme le fond est à nous, s'ajoute à notre propriété, mais comme il s'agit de la propriété et dont nous sommes les titulaires, il dit ce sont des parcelles de terrain qui s'ajoutent à nous. Donc vous voyez le parcours mental de Gaius, qui fait d'une certaine façon le tour au contraire. Donc normalement, on personnifie les droits. Ici, vous voyez, c'est la personne, ce sont nous qui devenons des droits. Donc on a les deux possibilités. Alors, c'est la même définition qu'on a retrouvée qu'on retrouve dans le Code civil. Ce qu'il y a de différent, c'est que Gaius essaye de donner une justification. Alors, dans le Code civil, on dit qu'est-ce que l'alluvion? Très bien, on reprend le mot Gaius. J'aime bien l'adverbe imperceptiblement, je trouve que c'est une poéticité imparable. Donc, très bien, mais c'est l'idée qu'on trouve dans Gaius. Et aussi, ils ont le régime de l'alluvion, c'est-à-dire que l'alluvion profite aux propriétaires riverains, indépendamment de la nature du cours d'eau. Donc, ce n'est pas la nature du fleuve qui change au résultat. Donc, c'est les propriétaires riverains qui profitent de l'alluvion. C'est ce que dit Gaius tout de même. Mais Gaius essaye aussi de donner une justification. Pourquoi ça profite aux propriétaires riverains? Il dit à cause ou selon la raison naturelle. Alors, je pense que le fait que normalement les normes, les législateurs modernes ne donnent pas de motivation contribue à une certaine réticence vis-à-vis du droit, parce qu'on a l'impression que le droit soit arbitraire. On ne nous donne pas des justifications. Tandis que les juristes romains mettent vraiment de l'avant les soubassements rationnels. Donc, il y a toujours une motivation. Donc, c'est une différence du point de vue, je dirais, de la psychologie sociale qui n'est pas, pas marginale. Mais en tout cas, le problème, c'est que cette justification n'est pas simple à saisir. Qu'est-ce que ça veut dire selon la raison naturelle? Nous entrons dans un concept vertigineux. Alors, nous avons une définition qui provient de Gaius lui-même, qui dit ce que la raison naturelle établit entre tous les hommes est observée de manière égale chez tous les peuples et s'appelle le ius gentium, le droit des gens. Ius gentium, droit des gens, le droit des peuples, comme étant le droit dont toutes les nations font usage. Donc vous voyez deux éléments, c'est-à-dire la diffusion homogène de ces normes partout, tout le monde, devrait-on vraiment dire, utilise ces normes. En même temps, une définition qui met l'accent sur le fondement. Pourquoi tout le monde utilise les mêmes normes? Parce qu'il s'agit de normes qui sont fondées sur la raison naturelle. Alors, vraie question, qu'est-ce que la raison naturelle? Alors, pour certains, la raison naturelle,
désigne simplement, et c'est la réponse que normalement on donne, c'est le monde physique et biologique, c'est ça la nature. Mais alors surgit l'objection formulée plus tard par rapport à Gaius par David Hume, de l'être ne peut naître aucun devoir être, la guillotine de Hume. Comment un fait naturel pourrait-il produire une norme juridique? Donc du fait de l'être ne naît pas un devoir être, du descriptif ne naît pas une prescription. C'est très bien, sauf que je pense que ceux qui utilisent la guillotine de David Hume n'ont pas compris qu'est-ce que le droit naturel en droit romain. Donc la logique de cette loi est tout à fait impeccable, mais l'objet n'est pas bien saisi. Au Moyen-Âge, vers 1250, le glossateur Accurse, auquel nous devons cette glose qui entoure les manuscrits du Digeste, confronté au texte romain qui parlait de raison naturelle, de naturalis ratio, répondait différemment, vous voyez, par une formule célèbre, la nature, c'est Dieu. Dans cette perspective, le droit naturel serait le droit inscrit par Dieu dans le cœur des hommes. Mais Gaius, évidemment, ne pense pas encore au Dieu chrétien des glossateurs, il parle d'une raison qui nous vienne naturellement et il implique, suivant la philosophie grecque d'Aristote et des stoïciens en particulier, il pense qu'il existe en chaque être humain une raison immanente, naturelle, qui lui permet de reconnaître les règles les plus adaptées à la vie commune. Alors, c'est ça le point. C'est une raison qui met l'homme, les hommes, dans la capacité de trouver les bons moyens de poser des règles, de se comporter de la façon la plus adaptée pour une vie en société. Les hommes sont mus par le besoin de protection, donc ils ont besoin des autres parce que vivre avec les autres, c'est toujours mieux qu'être isolé, sans amis, mais aussi l'homme est mou par un besoin, par le plaisir de vivre en société, ce que nous appelons aujourd'hui, avec un mot un peu discutable, la sociabilité. Donc il y a ce penchant pour les autres. Vous avez tous compris que je ne fais que gloser la définition de l'être politique, de la définition de l'homme comme être politique, animal politique, donnée par Aristote. Donc, si on comprend la raison naturelle comme la raison des hommes qui est particulièrement adaptée à comprendre les règles qu'il faut suivre pour bien vivre avec les autres, vous voyez qu'il n'y a pas question du passage abrupt de l'être au devoir-être, du descriptif au prescriptif, parce que c'est déjà une raison qui produit des règles. Donc c'est déjà une production de normes. C'est à ça que pense Gaius quand il dit, selon la raison naturelle, cette aptitude à raisonner pour mieux s'entendre avec les voisins. Mais Gaius ajoute, donc pour le dire de façon très simple, la manière la plus simple d'éviter toute contestation, dans un cas comme celui de l'alluvion, consiste à considérer que les apports, les sédiments, sont non seulement unis au fond, mais qui sont aussi incorporés au droit de propriété du propriétaire du fond ainsi accru.
C'est la solution la plus pratique, la plus pacifique, aussi la plus logique, parce que pour la raison humaine, il est naturel de considérer qu'un fond est constitué des éléments matériels qui les composent. Il est donc logique que le droit de propriété suive lui aussi les contours de cet objet que nous appelons un terrain, objet qui est à la fois naturel et construit par l'esprit humain. Donc c'est à ça que Gaius pense lorsqu'il nous donne cette justification assez, réduite, raccourcie, mais très profonde. Mais Gaius ajoute aussi dans sa définition quelque chose d'essentiel. Cet accroissement doit se produire de manière imperceptible, si lentement qu'il échappe aux yeux. La vue est très importante chez Gaius. Il recourt souvent au regard pour distinguer les situations juridiques, pour dresser la ligne de distinction qui passe entre le visible et l'invisible. Ici, l'imperceptibilité permet de distinguer l'alluvion d'un phénomène beaucoup plus brutal et visible. Imaginez une portion entière de terrain arrachée soudainement par la force des eaux et transportée plus en aval, peut-être encore reconnaissable, avec ses arbres ou les traces des constructions qui s'y trouvaient. À qui appartient cette masse de terre qui s'est détachée d'un fond, qui s'est rattachée à un autre fond? La réponse est implicite puisqu'il ne s'agit pas d'un accroissement imperceptible. Cette portion de terre ne devient pas propriété du fond inférieur. Elle demeure celle du propriétaire originaire. Ce n'est qu'à partir du moment où cette identité s'efface, où la chose, la portion de terrain, se confond avec le fond qui la reçoit, que cette portion peut être regardée comme en faisant véritablement partie de ce fond auquel elle s'est rattachée. Mais quand je dis c'est seulement à partir du moment où il y aura cette fusion, je parle d'un processus biologique et géologique assez lent, lui aussi imperceptible. Donc les arbres doivent pousser leurs racines, il doit y avoir des phénomènes d'ajustement tectonique et il y aura aussi des phénomènes chimiques. Donc c'est quelque chose qui se passe imperceptiblement, ici aussi. Donc j'insiste, c'est comme le droit romain refusait l'idée que la propriété puisse changer brutalement sous les yeux de tous. C'est une sorte de pudeur du changement de propriété. Sauf s'il y a le consentement des intéressés. Par exemple, par le biais d'un contrat de vente qui justifierait ce changement soudain. Donc il y a cette attitude, disons, de réticence vis-à-vis d'un changement brutal de la situation. Alors, nous avons compris qu'est-ce que l'alluvion en droit, au sens d'un ajout imperceptible du terrain à un autre terrain. Voyons quelques applications. La première nous est rapportée, encore une fois, par Paul. Je vous rappelle, c'est le juriste que j'ai plus d'occasion de mentionner, et ce n'est pas par hasard, c'est celui qui semble avoir été pourvu d'un imaginaire particulièrement brillant, chaleureux, très humain. Alors, dans le passage que nous allons commenter, il reprend la pensée d'un juriste antérieur qui s'appelle Sabinus, nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner,
C'est un grand juriste, le chef de l'école qui prend son nom, et qui travaillait au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc il y a presque 2 siècles entre les deux, un peu moins. Alors, ceux qui, après la vente, s'ajoutent au fonds par alluvion ou disparaît, relèvent de l'avantage ou du désavantage de l'acheteur. En effet, même si tout le terrain avait été englouti par le fleuve après la vente, le risque aurait pesé sur l'acheteur. De même, par conséquent, le bénéfice doit lui revenir. Moi, je me demande toujours, quand je lis ces textes, quel est votre ressenti? Est-ce que vous comprenez tout de suite? Vous vous dites, bon, c'est évident, il faut y réfléchir. Faisons-le ensemble. En tout cas, le cas est assez simple. Il y a une vente. En droit français, ça c'est très important parce que sinon l'arrière-plan pourrait vous tromper. En droit français, l'accord des parties suffit normalement à transférer la propriété. La vente est parfaite entre les parties, la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Donc c'est le consentement de parties qui a pour effet le transfert de propriété, tout de suite. Mais en droit romain, ce n'est pas le cas. La vente n'emportait pas immédiatement le transfert de la propriété, en particulier lorsqu'il s'agissait d'un immeuble. Donc dans ce cas, le vendeur n'avait d'abord que l'obligation de transmettre la possession, pas la propriété, seulement la disponibilité physique de l'immeuble, permettre de rentrer dans l'immeuble, par exemple. La propriété, c'est autre chose. En droit romain, elle sera acquise soit par un acte spécifique, je le nomme, normalement il s'agit de la mancipatio, de la prise par la main, soit elle est acquise, la propriété, par usucapion. Le contrat de vente en lui-même ne suffit donc pas à faire acquérir directement la propriété de la chose vendue. Il en résulte des problèmes délicats tant que le vendeur n'a pas encore livré la possession de la chose. Par exemple, si dans l'intervalle, la chose est endommagée ou périt, avant d'être livrée de l'acheteur au vendeur, qui supporte le risque, le vendeur ou l'acheteur? Donc vous comprenez, c'est vraiment très très compliqué. Et c'est précisément le cas examiné par Paul. La vente porte sur un fonds, le vendeur ne l'a pas encore livré, entre-temps le terrain s'agrandit par alluvion, le vendeur peut-il exiger une augmentation du prix? Inversement, si les terrains se rétrécissent sous l'effet de l'érosion du fleuve, peut-il demander une réduction du prix? Toujours l'acheteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà lu le texte, donc vous avez déjà la réponse, mais relisons-la. La réponse de Paul est symétrique, j'insiste, symétrique, vous allez le voir, parce que la symétrie, c'est la figure de l'équité. C'est l'équilibre. Dans un sens comme dans l'autre, que le fonds augmente ou diminue, chacune des parties doit supporter les cours des événements naturels qui échappent à leur volonté. C'est les points. Ce sont des événements qui échappent à leur volonté. Et Paul pousse le raisonnement même à l'extrême. Si avant la livraison de fonds de la part de l'acheteur au vendeur, le fleuve change de cours et emporte entièrement le terrain, donc il n'y a plus un terrain, le risque pèse sur l'acheteur et non sur le vendeur. Alors,
ce que je retiens de ce texte, mis à part sa parfaite symétrie même de style, vous voyez, commodum incommodum, periculum commodum. Donc vous voyez comment il essaye de, disons, de reproduire au niveau du langage la symétrie, l'équilibre qu'il est en train d'expliquer, d'adopter comme critère de décision pour trancher les conflits d'intérêts entre les deux parties. Donc ils doivent supporter, c'est ça à la fin que Paul nous dit, ils doivent supporter les événements naturels sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. C'est comme dire que si les parties ont contracté, ce qui advient de l'extérieur et qui relève de la nature, des phénomènes physiques, n'a pas d'incidence sur l'équilibre contractuel. Faisons un pas en avant et mettons le principe à l'épreuve. Si Titius a vendu un fonds qui avait une superficie de 90 jugères, alors que le contrat de vente indiquait qu'il en contenait 100, et qu'avant que la superficie exacte ne soit constatée, 10 jugères se sont ajoutées par alluvion, j'approuve l'opinion de Nerasius, selon laquelle, si le vendeur a vendu en connaissance de cause, l'on peut agir contre lui sur le fondement du contrat de vente, même si 10 jugères se sont ajoutées, parce qu'il agit dolosivement et que le dol ne se purge pas. Mais s'il ignorait la véritable superficie au moment de la vente, l'action née du contrat de vente ne peut être exercée contre lui. C'est un beau cas, un récit presque invraisemblable, fait exprès pour mettre à l'épreuve les règles du droit, celles que nous avions vues dans le passage de Paul. Alors d'abord, qu'est-ce que le jugère ? Vous voyez, c'est une mesure qui correspondait à la surface de terre et qu'il était possible de labourer en une journée de travail par une paire de bœufs attelés. Donc, vous voyez. Alors, ça correspond plus ou moins à 2500 mètres carrés. Pour mieux comprendre l'évolution de ce cas, un fonds est vendu. Dans le contrat, on dit qu'il mesure 100 jugères, et comme le jugère, nous venons le voir, équivaut à environ un quart d'hectare, donc à plus ou moins 2500 mètres carrés, 100 jugères correspondent plus ou moins à 25 hectares. Ça, c'est le terrain qu'on a vendu. En réalité, pourtant, le fonds, sa superficie réelle, au moment de la vente, ne mesure que 90 jugères, c'est-à-dire environ 22 hectares et demi. Alors, cependant, avant que les mesures destinées à vérifier la correspondance ne soient effectuées, alors qu'on attend encore la livraison, donc le fonds n'a pas encore été livré à l'acheteur, une alluvion ajoute justement les 10 jugères manquants. C'est pour ça que je vous disais, c'est un récit presque invraisemblable, mais qui est fait exprès. Oui, ils ont eu de la chance. Le fleuve apportait 25 000 mètres carrés de terrain. Bon, c'est ça le cas qu'il nous propose.
Alors, les juristes, d'abord Ulpien et ensuite, d'abord Nerasius, un juriste de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et Ulpien qui travaille au début du 3e. Alors, les juristes se demandent, les vendeurs, est-il sauvé? Les fleuves lui est-il venu en aide? Ou bien doit-il malgré tout restituer à l'acheteur une partie du prix correspondant aux 10 jugères qui manquaient au départ? C'est la question que je vous pose. Alors, la réponse des juristes est nuancée. Ils distinguent selon que le vendeur était de bonne foi ou de mauvaise foi. S'il a vendu en sachant que le fonds était plus petit, il le savait, il n'y a rien à faire, il devra restituer une partie du prix. Le dol, dit le juriste, ne se purge pas. Il n'est pas lavé par les eaux du fleuve. Mais si les vendeurs ignoraient que le fonds était plus petit de ce qu'il avait déclaré, l'alluvion, le travail imperceptible du fonds, l'a sauvé. Et donc, encore une fois, et de façon encore plus évidente, on en tire que pour les juristes, les phénomènes naturels sont un facteur neutre pour ce qui concerne l'équilibre entre les parties. Ils jouent en faveur de l'un ou de l'autre, des deux contractants, mais seulement si les parties elles-mêmes ont agi de manière équilibrée, en bonne foi. Si l'une des deux parties s'est comportée frauduleusement, en cherchant à s'enrichir au détriment de l'autre, c'est à elle de compenser ce déséquilibre. Donc, les phénomènes géologiques et biologiques ne vont pas jusque-là où entre en jeu l'évaluation morale des hommes. C'est là qu'ils s'arrêtent. Leur intentionnalité. Les phénomènes naturels agissent sur les choses, ils ne touchent pas la dimension des choix humains dont le droit se nourrit. Le droit porte sur les choix des hommes. Donc les facteurs naturels restent en dehors, ils n'influencent pas, disons, l'équilibre entre les parties, sauf si une des parties s'est mise dans la position d'être affectée par sa mauvaise foi. Donc je vais vous laisser en compagnie de ce beau tableau de Gaspard Van Vittel. Van Vittel, donc c'est le Tibre, et, donc, au début du XVIIIe. Alors, jusqu'à présent, nous sommes restés dans un domaine où, d'une certaine manière, les phénomènes naturels demeuraient distincts des phénomènes juridiques. Je vous présente maintenant, en conclusion, quelques textes dans lesquels les juristes romains utilisent l'alluvion non seulement comme une notion technique du droit des biens, mais aussi comme une image conceptuelle. Donc c'est ça, c'est le cœur de cette séance, mais ça va être assez bref. Une image conceptuelle permettant de penser les accroissements patrimoniaux. Ce parallélisme avec les phénomènes naturels touche plus spécifiquement les dimensions linguistiques et métaphoriques. Le point de départ est le principe classique de l'alluvion, que je vous rappelle par souci de clarté, lorsqu'un fleuve dépose lentement, imperceptiblement de la terre sur un fond riverain, cette terre ne constitue pas un bien nouveau distinct, mais devient automatiquement partie intégrante du fond originaire. Le propriétaire n'acquiert donc pas un second terrain, il possède toujours le même fond. C'est une question d'identité. C'est le même fond, même si l'air cru, c'est le même fond, le même objet, simplement agrandi. L'idée fondamentale est celle d'une croissance continue, organique, qui ne rend pas l'identité de la chose. Alors, cette idée est développée dans un fragment dans lequel Paul, encore une fois, traite du cas de la dot. Si l'usufruit vient s'ajouter à la nue propriété donnée en dot,
est considéré comme un accroissement de la dot et non comme une dot distincte, comme si quelque chose s'était ajouté par alluvion. La dot est en droit romain l'ensemble de biens qu'une femme ou sa famille remet au mari, donc la direction c'est la femme au mari, à l'occasion du mariage afin de contribuer aux charges de la vie conjugale. Elle entre dans le patrimoine du mari et devient sa propriété. Le juriste explique qu'on a d'abord donné en dot la seule nue propriété, donc le cas de part, la femme a donné à son mari seulement la nue propriété d'un bien, disons la maison familiale par exemple. Elle a seulement donné la nue propriété. Ou par exemple, elle a donné la nue propriété d'un fonds sur lequel pèse l'usufruit d'un tiers. Donc un fonds, un terrain agricole sur lequel un tiers a un droit d'usufruit. Puis, cet usufruit, dont un tiers est titulaire, s'éteint, par exemple, parce que le tiers meurt ou car il était arrivé à l'échéance. Alors, regardez comme le texte le dit, accesserit, l'usufruit vient s'ajouter à la nue propriété. Donc, il y a toujours cette image d'un contact physique accedere, donc il y a une sorte de mouvement avec le préfixe ad qui signifie le rattachement. Évidemment, il y a ici un avantage patrimonial en faveur du mari qui reçoit la dot. Il n'est plus seulement le titulaire de la nue propriété de ce fonds sur lequel un tiers avait le droit d'usufruit, mais maintenant il a la pleine propriété. Donc nue propriété plus usufruit, donc c'est la propriété pleine entière. Et pourtant, cet ajout ne crée pas une nouvelle dot autonome, il constitue simplement un accroissement de la dot originaire, incrementum. Alors, c'est le mot qu'on utilise pour décrire l'accroissement des objets physiques. Et ici, on l'utilise pour parler de la dot, qui constitue, c'est un concept, et plus précisément, la dot, c'est un patrimoine. Donc, le langage devient métaphorique, et dans un premier temps, Paul dit qu'il s'agit du même phénomène que celui qui se produirait si un fonds compris dans la dot s'était accru par alluvion, comme si quelque chose s'était ajouté par alluvion à la dot. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous sommes donc, encore une fois, sur un terrain pleinement juridique. Il faut que j'explique un peu mieux, c'est-à-dire, il dit que si l'usufruit accède à la nue propriété, il faut le considérer comme un accroissement de la dot, mais la dot reste la même. Tout comme un terrain auquel s'ajoutent des sédiments reste le même, même s'il est accru. Mais il rajoute, c'est comme si quelque chose s'était ajouté par alluvion. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire, pensez par exemple au fait que dans la dot, il y ait un fonds entier qui a été donné par la femme à son mari et qu'il y a de l'alluvion qui l'accroît. Donc, on considère que c'est le même fonds qui reste dans la dot. Donc ça, c'est un principe juridique.
Mais ici apparaît quelque chose de plus, donc je voudrais vous accompagner dans cette dimension métaphorique qui s'ajoute à la dimension technique, donc les deux sont vraiment superposés, c'est très difficile de faire le partage, mais il y a quelque chose qui se rajoute et qui nous fait basculer vers le registre métaphorique. Ce qui s'accroît, ce n'est pas le fond, mais c'est la dot elle-même. C'est la dot elle-même qui s'accroît. Elle est pensée, ce concept juridique de la dot, elle est pensée comme un terrain, tandis que l'usufruit est assimilé à la terre déposée progressivement par le fleuve. Il se dépose, l'usufruit, sur la dot, s'incorpore à la dot, qui, par conséquent, s'accroît, qui reste la même, mais qui s'accroît. Bon, en arrière-plan, il y a toute la discussion philosophique sur l'accroissement. Est-ce que, quand nous prenons du poids, par exemple, est-ce que nous restons les mêmes? Bonne question. Je ne pense pas, mais d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue philosophique, c'est une très grande question. Alors, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que ça revient, penser que lorsqu'on prend du poids, on n'est pas les mêmes. Alors, pensez, par exemple, vous avez 2 cailloux, vous en ajoutez un. Est-ce que vous avez le même nombre? Ah non. On est passé de 2 à 3. Et donc, pourquoi? Donc, il y a un changement d'identité. Ce n'est pas le même nombre. Et pourquoi on devrait rester les mêmes? Alors, je vous préviens, c'est une discussion qui n'a pas été tranchée par les philosophes grecs, donc ce n'est pas cet après-midi qu'on va la résoudre, mais c'est vraiment une des questions les plus puissantes du point de vue philosophique, les plus, disons, fructueuses qui a traversé la philosophie grecque. Mais bon, pour revenir à ce qui nous intéresse ici, vous voyez exactement en arrière-plan la même question. Est-ce qu'il y a un changement de la dot ou est-ce qu'elle reste la même? Non, elle reste la même. Il y a seulement une croissance, il ne fait pas changer l'objet. Mais l'objet, cette idée juridique de patrimoine, de la dot, d'ensemble de droits, de biens, est considéré comme s'il s'agissait d'un terrain. On va vers la conclusion. Je ne serais pas étonné que certains d'entre vous pensent que je vais trop loin dans mon interprétation, que je vois des métaphores partout. N'osez pas le dire, mais comme toujours, mon seul horizon est constitué par les textes. Le seul tribunal auquel je soumets ma recherche est celui des juristes romains. Et pour une fois, dans un texte, les juristes nous dévoilent eux-mêmes le jeu métaphorique, presque allégorique, des analogies. C'est un texte extraordinaire, je vais vous présenter très brièvement, dont la beauté, me semble-t-il, n'a jamais été véritablement mise en lumière. C'est un texte de Pomponius, d'un juriste dont nous mobilisons un peu moins. Alors, il traite précisément de problèmes provoqués par les phénomènes hydrogéologiques qui transforment le visage de la surface terrestre et peuvent par conséquent modifier la géographie juridique. La question abordée est ici en particulier celle de la distinction entre le bien privé et le bien public. Alors, gardons à l'esprit en le lisant quelques éléments très simples. À Rome, les voies publiques, comme leur nom l'indique, étaient des biens publics. Elles ne pouvaient être appropriées par des particuliers. Elles étaient hors commerce. Il en allait de même, donc voies publiques, il en allait de même des cours d'eau, qui étaient des biens publics. Entre le tracé des routes et les tracés des fleuves, il pouvait bien y avoir de biens privés. Donc, on garde cette image à l'esprit et on lit le texte de Pomponius.
Alors, on commence par la première partie. L'alluvion rétablit les fonds qui avaient été entièrement importés par la violence du fleuve. Alors, comme presque toujours, ce sera un peu plus compliqué de l'expliquer. Il y a ici probablement le souvenir d'un propos de ce juriste Sabinus que Pomponius était en train de commenter. Donc, il faudrait déconstruire de façon presque comme un critique littéraire ce texte. On se contente de dire l'essentiel. Donc, comme presque toujours, tout part d'un cas concret. Le fleuve déborde soudainement dans une crue violente et fait disparaître un terrain. Le juriste dit qu'il l'emporte abstolite. L'emporte. Mais, à vrai dire, le sol n'est pas tant emporté qu'englouti. Il disparaît sous les œufs, il cesse d'être visible, puis, par alluvionnement, le même champ est restitué. Les eaux se retirent, laissant derrière elles dépôts sédiments. Jusqu'ici, ce texte de Pomponius semble seulement décrire un phénomène presque élémentaire. L'eau envahit, puis se retire, la chose redevient ce qu'elle était auparavant. Mais le raisonnement se complexifie aussitôt. Imaginons maintenant un terrain situé, nous imaginons, mais la suite de ce que Pomponius nous dit, il imagine un terrain situé entre une voie publique et un cours d'eau, l'image que je vous avais présentée, la même, un bien privé, encadré, pour ainsi dire, par deux biens publics, le cours d'eau public, la voie publique. Le champ est submergé par l'inondation, peu importe d'ailleurs que l'inondation résulte d'une montée lente des eaux ou d'un événement brutal, ce que Pomponius dit, puis le fond est libéré presque dans le même mouvement des eaux, sans être demeuré longtemps dans cet état intermédiaire, comme si les eaux n'avaient fait que passer, déjà destinées à se retirer. Ainsi, si un terrain situé entre une voie publique et un fleuve avait été occupé par une inondation du fleuve, soit progressivement, soit non progressivement, mais sous la même poussée des eaux, puis rétabli dans son état intérieur par les artères du fleuve, il revient à son ancien propriétaire. Alors, dans ce cas, explique Pomponius, nous venons de le voir, le terrain revient à son ancien propriétaire. Il dit revient car pendant un instant, tant que les eaux du fleuve coulaient sur lui, ce fond privé était devenu, en un certain sens, le lit même du fleuve. Il avait donc changé aussi de statut juridique. Il était devenu une chose publique, puisque tout lit de fleuve appartient par définition au domaine public, en droit romain. Mais, et c'est précisément le point décisif du texte, si les eaux se retirent sans véritable rupture de continuité, dans la même poussée, dans un mouvement qui prolonge, inverse simplement celui de l'inondation, alors le terrain cesse d'être le lit du fleuve et redevient un fond privé, ne devient donc pas public. Et cela apparaît d'autant plus nettement qu'il se trouve précisément encadré par deux biens qui, eux, sont publics par nature. Voilà, public, le cours d'eau, et donc Pomponius sait se montrer excellent pédagogue, on dirait presque qu'il dessine au tableau. Et c'est ici qu'apparaît l'expression la plus remarquable. Pomponius affirme que les fleuves agissent comme des inspecteurs du patrimoine. En effet, les fleuves remplissent en quelque sorte la fonction des inspecteurs du patrimoine. Ils transfèrent des biens du domaine privé au domaine public et du domaine public au domaine privé.
Par conséquent, de même que ce fonds, lorsqu'ils étaient devenus lit du fleuve, était devenu public, de même, maintenant, il doit redevenir la propriété privée de celui à qui il appartenait auparavant. Boponius établit ainsi une véritable similitude, c'est plus qu'une métaphore, c'est une similitude. Les fleuves accomplissent le même travail que les inspecteurs du patrimoine, les censitores, en latin. Ce sont les fleuves qui décident dans quelle catégorie un bien doit être rangé. En déplaçant leur cours, ils peuvent transformer un bien public, un terrain jusque-là privé, en le convertissant en lit du fleuve. Inversement, en se retirant, ils peuvent rendre à l'usage privé ce qui relevait auparavant du domaine public fluvial. On voit ainsi toute la puissance de la métaphore, de l'alluvion, de la pensée juridique romaine. Elle devient le pivot même du raisonnement analogique. Mais surtout, c'est l'essentiel, demeure ici déterminante l'idée de la continuité temporelle, l'absence de rupture brutale. Ce n'est que si l'eau se retire comme elle est venue, avec la même fluidité naturelle, presque comme un souffle qui dilate puis resserre le poumon, que le terrain inondé peut retrouver son état intérieur. Si au contraire la transformation se prolonge, si la continuité avec l'état précédent se rompt trop nettement, alors le changement devient irréversible. L'alluvion fournit ainsi un modèle naturel pour représenter la continuité, la gradualité, l'absorption, ce qui s'avère sans provoquer des ruptures dans la paix sociale. C'est l'image même de l'ordre. Concluons donc, comme le fleuve finit par rejoindre la mer, donc nous aussi faisons le même. Vous voyez désormais jusqu'à quel point la pensée des juristes imite les phénomènes naturels. Car si la métaphore a souvent pour fonction de mettre sous nos yeux des notions qui n'ont pas de corps, elle s'appuie ici sur un phénomène qui, par nature, échappe presque au regard. Le dépôt progressif des sédiments d'un fleuve. Et pourtant, c'est précisément cette imperceptibilité qui en fait une métaphore particulièrement puissante de la continuité et de la transformation silencieuse des rapports sociaux. Merci.